Bon, je vais vous raconter, mais tout s'est pas passé comme prévu. En fait, on a remarqué que c'était le 20e anniversaire cette année du référendum sur la Constitution européenne. Du coup, on s'est dit on allait inviter Étienne Chouard et Chris de l'APA du Team pour en parler. En plus, on les connaît, ces deux intellectuels qui sont à la fois sur le terrain et qui réfléchissent aussi à comment est-ce qu'on peut comprendre le monde pour le transformer. Donc, on s'est dit ça va être un super débat. Et ça a donné une très belle vidéo de 30 minutes où ils expliquent leur ressenti, leur expérience et leur analyse sur ce référendum de 2005 et comment ça a transformé la vie politique française. Sauf que, après ce petit débat sur la Constitution européenne, c'est rapidement parti en vrille. Pas de lien logique, je sais pas où tu vois un lien logique. S'il y a quelque chose qui est plus concret ou matériel, c'est bien ce qu'on a vu dans toute l'histoire, bien plus qu'une idée qui n'est jamais advenue comme la tienne. Tu vois bien que ça marche pas du tout. Et mais dans un certain ordre de production. Je te le fais pas dire, et tu trouves que ça a bien marché. C'est un nouvel épisode de ce nouveau format interview qu'on vous propose au Canard Réfractaire, donc si ça te plaît, n'hésite pas à nous soutenir financièrement et à mettre en commentaire ce que t'en penses. Alors on va récupérer le débat là où il en était dans la dernière vidéo, donc tu as Étienne Chouard qui parlait du fait que la Constitution c'était absolument central, c'était que là où étaient institués les pouvoirs, et vu qu'on donne ça dans les mains des élus, et ben les élus instituent leur propre pouvoir et notre propre impuissance. Ce à quoi Chris répond en nous partageant sa vision de l'histoire et des mouvements sociaux. Les sujets de l'histoire ne sont pas les citoyens, pour nous marxistes, ce sont les classes sociales. Et les classes sociales ne se préoccupent pas de juridique et de constitution. Par définition, les révolutions sont des choses qui sont anticonstitutionnelles, non constitutionnelles et qui dépassent les constitutions. Si la bourgeoisie a pris le pouvoir sous le féodalisme, c'est justement parce qu'elle n'a pas respecté les règles du féodalisme et des privilèges. Si demain le prolétariat s'empare, lutte contre le pouvoir, c'est justement parce qu'il aura refusé d'appliquer les règles constitutionnelles. Donc la primauté même de la transformation constitutionnelle pour pouvoir agir, pour moi, est une inversion du sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est d'abord agir, et d'abord faire agir des sujets collectifs qui portent en eux un autre mode de production, une autre vision de la société, et ensuite délibérer à partir de ces transformations que ces classes sociales auront apportées. C'est pour ça que l'idée constituante est, à mon sens, une idée intéressante, mais secondaire par rapport à l'activité de la lutte des classes. Les marxistes n'ont jamais voulu réduire l'action positive des hommes au cadre constitutionnel, juridique et légaux. Mais c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer, comme les bourgeois avaient préparé leur accession au pouvoir dans l'Ancien Régime, ils avaient préparé. Ben moi, je fais un peu la même chose avec les ateliers constituants. C'est-à-dire que j'essaye de stimuler l'activité intellectuelle de mes frères humains pour que, au lieu de réfléchir en termes législatifs, alors que nous ne sommes pas législateurs, ça ne sert à rien de réfléchir en termes législatifs, ce n'est pas nous qui allons décider des lois. Nos représentants se sont appropriés le processus législatif, ils sont les seuls à pouvoir écrire les lois, et nous sommes réduits à bavarder, à bavardouiller, à perdre notre temps, à discutailler sur des sujets où nous ne décidons de rien. Le fait que Mélenchon haïsse Le Pen, et que les mélenchonistes haïssent les lepénistes, et le fait que les lepénistes haïssent les mélenchonistes. Ça, c'est ce que Orwell, pour moi, c'est ce que, de mon point de vue, c'est ce que Orwell appelait l'opposition contrôlée. Ça fait qu'on ne gagnera jamais ni une élection, ni un vote. On est comme jetés les uns contre les autres par des partis politiques qui se détestent et qui nous conduisent à nous détester en oubliant qu'on est des humains et que nous avons les mêmes intérêts. L'ouvrier qui vote Le Pen et l'ouvrier qui vote Mélenchon, ils ont les mêmes intérêts sur la retraite, ils ont les mêmes intérêts sur contre le libre-échange, contre l'Union européenne. Nous avons les mêmes intérêts, en fait. Simplement, on est impuissant politiquement. Et en nous opposant avec deux partis qui sont soi-disant d'extrême gauche, soi-disant d'extrême droite, alors qu'il y a plus de la moitié de ces programmes qui disent la même chose. Je sais bien que les intentions ne sont pas les mêmes, mais je m'en fiche. En fait, ce que je vois, c'est que cette division en deux extrêmes qui se haïssent, c'est involontaire, je sais bien qu'ils ne font pas exprès. Mais le résultat, c'est une opposition contrôlée dont le système de domination n'a rien à craindre. Ah là, c'est intéressant. Est-ce qu'on a véritablement les mêmes intérêts? Et est-ce que ces intérêts sont suffisants pour véritablement faire peuple et faire la révolution ensemble? Sachant que Chris et l'APA du Team, ils ont beaucoup travaillé cette question, cette notion de pouvoir dans la société et de propriété. Et comment est-ce que les deux combinés, le pouvoir et la propriété, permettent de définir des classes sociales. Donc là-dessus, Chris, il est chaud. Aujourd'hui, effectivement, quand vous vous
soumettez au réel, vous n'avez rien ni de révolutionnaire, ni d'évolutionnaire, vous n'êtes que conservateur. Comment dire, faire en sorte d'appliquer les lois telles qu'elles sont, les constitutions telles qu'elles sont, respecter la propriété telle qu'elle est, tout ça, ça s'appelle le conservatisme. Ce que portent en eux Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont des dépassements des problèmes concrets que ce conservatisme propose. L'une, je dis pour l'une, ça pourrait être Bardella, mais là c'est Marine Le Pen, l'une porte en elle un dépassement de ces problèmes par le racisme, par l'exclusion, par la hiérarchie entre les individus. Quand tu parlais tout à l'heure de « nous avons tous les mêmes intérêts », certains pensent que nous n'avons pas tous les mêmes intérêts. Certains pensent que être blanc, être français natif par rapport à être français de papier, comme ils disent, ou ne pas être français, ne mérite pas la même intérêt ou les mêmes intérêts ou les mêmes droits. Voilà. Jean-Luc Mélenchon et nous, communistes, on porte un autre projet, justement, où les intérêts ne sont pas les mêmes. Et notre projet, ce possible-là, se percute lui-même avec un ordre juridique et économique, se percute avec l'ordre juridique bourgeois, l'ordre de la propriété privée. Et c'est ça que moi j'entends jamais, Étienne, chez toi, c'est qu'est-ce qu'on fait de la propriété privée? S'il y a une chose dans tout le monde occidental dominé par le capital qu'on fait rentrer comme sacro-sainte valeur dans toutes les constitutions, c'est la propriété. Liberté, égalité, propriété. C'est ça qui est au cœur de chacune des constitutions que tu vois identiques. Alors, là-dessus, on sera d'accord. Mais c'est cette propriété privée, cette capacité de s'enrichir individuellement, cette capacité d'accumuler et de gérer les ressources communes par des gens privés qui, elle, est au cœur de toutes les constitutions, l'a toujours été et l'a toujours été défendue par les classes au pouvoir de la manière la plus violente et la plus répressive qui soit. Bon, ensuite, ils ont enchaîné sur un truc que je vais vous épargner, hein, sur oui, Proudhon l'a dit ça, Marx il a dit ça, c'est pas très intéressant, donc on va directement passer à Étienne Chouard, qui pose, lui, la question qui lui semble essentielle, c'est la question constituante pour les marxistes. Moi, le fond du débat qui m'intéresse avec les marxistes, c'est comment se fait-il que vous ne soyez pas inquiets de l'absence de réflexion sur les contre-pouvoirs, en régime marxiste. Dans l'idéologie marxiste, je ne trouve pas de textes qui disent « et dans le régime qu'on va mettre en place, les représentants ont ça et ça et ça à craindre, la population pourra mettre son veto sur tel et tel sujet, les représentants communistes vont être contrôlés de telle et telle façon, on pourra les virer à tout moment, à tout moment nous pourrons déclencher un référendum à notre propre... » Tout ça, ils s'en foutent complètement. Il n'y a pas dans ce que je connais. Alors, l'intérêt de ce débat, peut-être, hein, et peut-être pas cette fois, ce sera peut-être la fois d'après, peut-être en cherchant dans les textes marxistes, tu vas trouver... et tu les as pas aujourd'hui, mais tu les auras demain, et moi ça m'intéresse. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la littérature de Marx, dans les œuvres de Marx, qu'est-ce qu'il y a qui nous protège contre les abus de pouvoir? Parce que moi, les abus de pouvoir soviétiques, les abus de pouvoir chinois me plaisent pas plus que les abus de pouvoir bourgeois. Hein. Donc je voudrais me débarrasser des deux. Le démocrate, il est vigilant par rapport au pouvoir. Qu'est-ce que tu en dis? L'idée même de contre-pouvoir, de check and balances, comme on dit dans le monde anglo-saxon, est encore une vision du monde bourgeoise, quoi. C'est-à-dire une vision du monde où la propriété est inégalement répartie, où le pouvoir est inégalement réparti, et donc, de fait, puisque certains ont plus de pouvoir que d'autres, certains ont plus de propriété que d'autres, le système juridique doit faire en sorte de compenser ces écarts qui seraient naturels ou normaux ou acceptés, etc. L'idée même de contre-pouvoir est une idée qui accepte que le pouvoir soit concentré quelque part et ne soit pas également partagé. Parce que quand le pouvoir est égal chez tous, l'idée de contre-pouvoir disparaît en même temps. Donc, cette idée de contrôler le pouvoir, moi, je trouve qu'elle masque chez toi, Étienne, toujours cet aveuglement à la concentration de la propriété privée, au mode de production, à la reproduction pas simplement légale de nos conditions d'existence, mais à la reproduction même matérielle. Et effectivement, ce qui aujourd'hui, malgré toutes les légalités, ces transformations, ces possibilités, etc., pose problème à l'humanité totale, ça n'est pas
les constitutions. C'est la concentration des moyens de subsistance de tous pour quelques-uns. C'est incroyable comme malentendu, c'est vraiment intéressant, mais c'est bien, c'est vraiment de la discussion jaillit la lumière. Hein. C'est vraiment, de mon point de vue, on ne progresse que dans la contradiction. Donc, j'ai besoin d'être contredit, d'une part pour préciser ma pensée, parce que très souvent il y a des malentendus, on ne s'est pas bien compris, et on va en parler, et en parlant, on s'aperçoit que, en fait, on n'est pas si en désaccord que ça. Quand tu me dis, l'étiquette de démocrate est bourgeoise, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou la propriété, c'est-à-dire l'acceptation que la propriété soit inégalement répartie, mais d'où tu sors ça? Je n'accepte pas ça du tout. Voilà, précisément, il me semble que dans la Constitution, si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, si nous apprenions à réfléchir aux règles de la représentation et aux conditions fondamentales de la justice et de la paix, nous aurions massivement, individu par individu, à l'occasion d'infinies réunions qui auront précédé l'évolution, la grande évolution, nous aurions réalisé le lien qu'il y a entre l'accumulation sans limite de la propriété et des revenus, des revenus, mais surtout de la propriété, et l'immense injustice qui règne sur Terre. Dans un contrat social comme celui-là, un contrat qui dit qui décide, sous quel contrôle et avec quelles règles générales pour la société que nous mettons au-dessus du processus législatif ordinaire pour que ces règles fondamentales soient comme protégées des changements d'humeur qui affectent la population. Il me semble que dans cette Constitution, et alors je me trompe peut-être, peut-être qu'il ne faut pas le mettre dans la Constitution, peut-être qu'il faut que ce soit législatif, mais à mon avis c'est constitutionnel, nous devrions mettre une limite minimum et maximum aux revenus, comme Friot. Moi, je suis emballé par j'adore la proposition communiste, marxiste de Friot. Pour moi, l'interdiction de la concentration des capitaux, elle est première. Donc Étienne, lui, il serait favorable à essayer de contrôler à maximum l'accumulation du capital, c'est-à-dire l'accumulation de propriétés lucratives. Et tout ça dans une constitution instituée par et pour le peuple. Donc ça, c'est comment il imagine un peu sa révolution, son évolution, comme lui il dirait, sauf que, en fait, elle sortirait d'où, cette révolution? Mais tu te rends compte que tu veux abolir les classes par une constitution? C'est un non-sens historique. Moi, ce que j'aimerais entendre, c'est quel processus matériel, historique, concret va permettre que cette constitution soit écrite. Pour moi, tu me fais penser à Montesquieu, au grand siècle, qui commence à voir la problématique de la monarchie absolue, qui écrit lui-même une théorie des contre-pouvoirs, etc., de manière un peu abstraite, etc., mais qui ne comprend pas qu'il faudra un processus politique de classe. Nous, les marxistes, on se pose comme les clubs des cordeliers. La littérature sur comment écrire, oui, c'est intéressant, c'est ce qu'on... Voilà. Mais pour nous, c'est largement insuffisant, parce que ce qu'il faut, c'est engager les masses dans la capacité à écrire. Moi, je dis souvent, tout ce que tu dis, c'est très intéressant, mais qui va tenir le stylo? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire en sorte de pouvoir tenir le stylo. Quand la première constitution est écrite en France, il y a un processus révolutionnaire qui le précède. Quand la Ve République est écrite en France, à chaque fois, il y a des faits politiques et économiques qui dépassent largement le cadre du juridique et des réflexions intellectuelles. Moi, ce qui nous intéresse, c'est quels corps sociaux, quelle classe sociale penses-tu devoir mettre en mouvement? De quelle manière? Avec quelle organisation, pour pouvoir enfin arriver au moment d'écrire cette constitution. Même la première constituante, elle n'arrive pas par hasard, elle arrive par une crise économique monstrueuse. Toute cette dynamique concrète et matérielle est complètement évacuée de ta réflexion. Pas du tout, j'en parle dans chaque conférence. Dans chaque conférence, on me demande comment ça va se passer. Eh bien, c'est l'occasion de l'expliquer au plus grand nombre et aux marxistes. Il me semble que si ce que je fais à mon échelle, moi je suis un individu, je n'ai pas de médias, je suis un individu et j'ai fait des milliers d'ateliers à chaque fois avec 200, 300, 3000 personnes. J'ai fait des ateliers constituants avec 3000 personnes. Donc j'ai fait des ateliers constituants le plus long. Je fais que ça. Je fais plus de conférences sans qu'il y ait d'ateliers constituants. C'est-à-dire, je fais une conférence, j'explique ce que nous devrions faire et après, je refuse de faire la conférence si on ne fait pas un atelier pratique où vous vous entraînez. Et je prouve, depuis 20 ans, que les humains sont capables d'écrire des articles de constitution pour ça. Et
Je te dis que les riches et les pauvres, enfin les riches, les ultra-riches, je les vois pas, hein, mais les bourgeois, tu vois, qui ont des villas un peu cossues, donc les moyennement riches, les riches, les pauvres, les syndicalistes, les paysans, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, nous écrivons tous la même chose. Tu m'entends? Depuis 20 ans, ce que j'observe, c'est que nous écrivons la même chose. Alors, pas exactement la même chose, il y a des options, des variations. Ok, on va se disputer un peu sur le statut des étrangers, sur la propriété. Ok, d'accord, les niveaux de propriété maximum, minimum. Ok, mais sur les contrôles des pouvoirs, putain, c'est fou ce que ça changerait. Que nous devenions constituants, ça changerait énormément de choses. Oui, ce serait pas parfait. Oui, nous allons nous tromper, mais on va se corriger. Et justement, c'est ce qu'on veut, c'est se tromper nous-mêmes. Mais ce que j'observe concrètement dans la mutation d'un électeur qui est en train de réfléchir au processus constituant, c'est qu'il devient un adulte politique et qu'il devient un adulte politique d'une façon qui ressemble beaucoup à son voisin. Imagine que nous soyons 10, 15, 20 millions à nous entraîner à écrire la Constitution et à contaminer nos voisins. On devient des adultes politiques. Nous refusons d'être des électeurs. On veut décider. Voilà. Nous voulons, alors toi tu appellerais peut-être ça la dictature du prolétariat, moi je veux bien, mais c'est une autre façon de dire la même chose. Nous voulons destiner nous-mêmes de notre destin. Alors, et on est de plus en plus nombreux, et en fait, ce que j'imagine, c'est que vont être touchés par la contamination des policiers, des militaires, des CRS. Si les policiers voient que c'est une idée dont l'heure est venue, c'est-à-dire qu'ils voient que la société tout entière est en train de se transformer et refusent d'élire l'Assemblée constituante. On en a marre d'élire des gens qui vont ensuite programmer notre impuissance à décider. On veut décider nous-mêmes qui va décider. La société... Alors, j'ai pas encore trouvé les mots pour que ça se répande tout seul et qu'il n'y ait plus besoin de moi. Mais c'est ça que je cherche. Aujourd'hui, c'est ça que je cherche. Je cherche une façon de le dire qui fasse que qu'on déchourdisse l'idée et que ça se répand. Ça y est, on a compris, on en a marre d'être impuissant politique. Ok, on s'en prend à la cause. La cause, c'est que ceux qui écrivent les règles écrivent toujours les règles de leur puissance et notre impuissance à nous. Alors, la seule façon de s'en sortir, c'est que nous écrivions nous-mêmes les règles de qui décide, où est la puissance politique. Imagine qu'un virus intellectuel, un entraînement intellectuel à devenir un adulte politique, à écrire, non pas les lois, mais qui écrit les lois et sous quel contrôle populaire. Cet habitus, cette praxis, cette pratique politique qui nous rend adultes se soit généralisée et que les policiers le sentent, le jour où il va y avoir une révolution, c'est-à-dire des manifestations, c'est pas les Champs-Élysées, c'est toutes les rues de Paris qui sont noires de monde avec des pancartes, c'est toutes les mêmes, c'est on veut pas élire l'Assemblée constituante, on veut écrire nous-mêmes la Constitution. Là, la police, si dans le film, tu vois, qu'on tournerait pour montrer, la police, elle nous tire pas dessus. En fait, c'est très idéaliste. Mais dans les deux sens du terme. Dans le sens marxiste du terme, c'est-à-dire où vraiment les idées semblent mener le monde, etc. Et il suffit simplement qu'elles se propagent et comme si elles avaient la même capacité de propagation, comme si on était toutes les mêmes molécules. Et que toi, tu vois comme des enfants en plus intéressants. Donc ça, je trouve ça, c'est idéaliste sur le plan marxiste, épistémologique, parce que nous, on va dire que bah non, en fait, c'est les intérêts matériels des gens qui conditionnent leurs idées. Et c'est très idéaliste aussi dans le sens commun du terme, c'est-à-dire il y a ce côté où tu chercherais une solution où il n'y aurait pas d'affrontement, où il y aurait un dépôt des armes, etc. Et bien en fait, les deux se rejoignent, quoi. C'est-à-dire cette idée de révolution sans heurts, sans violence, pacifique. Moi, je comprends cette volonté. Et personne ici ne veut appeler à la violence, ou tout le monde voudrait l'éviter. Ok, donc dans le processus révolutionnaire, tu as Étienne qui parle de propagation d'idées et tu as Chris, lui, qui parle de conditions matérielles qui permettent cette révolution. Mais il n'empêche que dans les ateliers, Étienne, il témoigne du fait que on est assez homogène dans les solutions qu'on veut apporter, dans les contre-pouvoirs qu'on veut mettre en place. Donc même si on est de classes différentes, est-ce que des travailleurs et des bourges, ils ne pourraient pas s'entendre pour une seule et même constitution? Est-ce que les ateliers qu'Étienne fait à petit nombre peut-il s'appliquer à des millions de personnes? Ton changement d'échelle sera un changement de nature. Ton homogénéité que tu peux avoir et qui fait que tu as l'impression que tout le monde arrive aux mêmes conclusions constituantes vient de la petitesse et je te dis, c'est la même chose pour nous marxistes. Quand on crée un parti marxiste, quand on est 30, c'est plus facile d'être d'accord que quand on est 200. La différence, c'est que nous, on est dans un parti qu'on essaye d'être homogène en termes de classe. Là, effectivement, quand tu vas être 10 ou 15 millions,
tu vas avoir de fait des rapports à la propriété qui vont être différents. Tu vas avoir de fait à l'intérieur des gens qui vont être propriétaires de petits moyens de production, artisans, commerçants, des petites TPE, des petites auto-entreprises, et puis d'autres qui vont être salariés, ouvriers. Bon, ça par exemple, nous on va dire, ça va créer une contradiction interne. Ça veut dire que ça, de fait, ça va créer des problématiques d'écriture même de la Constitution. Voilà. Donc ça déjà pour nous, ça va poser un problème parce qu'on va se rendre compte que le processus illimité que tu définis de transmission d'idées avec les virus, etc., va se heurter avec le virus, par exemple, du communisme. Si c'était comme tu le décris, j'essaye de prendre tes métaphores, à un moment donné, il va rencontrer des anticorps propriétaires chez la petite bourgeoisie et chez la bourgeoisie, etc. Ça, c'est l'histoire même de la révolution ou des mouvements politiques. Je sais quels mots il faut qui vont permettre d'arriver au processus constituant. Mais ça s'écrit pas MOT, ça s'écrit MAUX. Les processus constituants nécessiteront des mots, des crises du mode de production, c'est-à-dire un coup d'arrêt dans la reproduction générale de la société, assez violent pour que les masses nécessitent de se mettre en mouvement. Et ces masses-là, elles vont être organisées différemment. Une organisation ouvrière par rapport à une organisation populiste, par rapport à une organisation comme toi t'appelles démocrate, c'est-à-dire transclasse, etc., ne produira ni les mêmes idées, ni les mêmes constituantes. Si demain, dans une lutte, pour mettre à bas le pouvoir bourgeois, le mouvement prolétarien pour l'abolition totale des moyens de production est en tête et prend le pouvoir, la constitution même, c'est-à-dire parce que justement les gens, comme tu disais, quand on est dans une organisation prolétarienne, oui, on réfléchit. Il y a une constituante en Union soviétique, effectivement, tu peux la critiquer, celle de 23, celle de 24, celle de 36, voilà. Donc, tous les mouvements révolutionnaires, c'est même l'inverse, tous les gens qui sont organisés dans des mouvements révolutionnaires ou même des mouvements politiques savent écrire des articles de loi. Ils le font tout le temps. Il suffit d'aller à une réunion politique pour savoir qu'on a tous la capacité d'établir des articles pour s'auto-organiser, etc. C'est un processus qu'on met en œuvre quand on est militant politique. Excuse-moi, juste une phrase. Ouais. Quand on est un militant de parti politique qui va être candidat à une élection, ce qu'on écrit dans les articles dont tu parles, c'est uniquement l'élection. Or, l'élection, excuse-moi Chris, mais l'élection, c'est la procédure de dépossession politique universelle au monde. C'est la procédure la plus violemment antidémocratique qui soit. Non, moi je suis pas d'accord, parce que l'élection, elle peut être mise en question par est-ce que c'est une élection d'un représentant avec un mandat unique, révocatoire, etc. Enfin, il y a plein de systèmes. Les communistes s'inspirent, que ce soit de la commune, où ont mis en place des systèmes, etc. Enfin, cette focale sur l'élection me semble, moi, secondaire par rapport à qui tient les ressources. Si demain le prolétariat tient lui-même l'appareil de production, mais même une élection, personne ne peut rien. Voilà. La problématique et je pense que ça t'échappe pas, la problématique que tu démontres, c'est pas l'élection en soi de sa manière abstraite, c'est l'élection de gens qui en plus détiennent les moyens de production. Demain, élire quelqu'un qui n'a aucune prise sur les moyens de production et qui est totalement soumis à la communauté pour ses ressources. Il n'a aucun pouvoir, aucun abus de pouvoir possible. Si tout le monde avait l'égalité, et si par exemple demain on pourrait dire celui qui se comporte mal parce qu'on l'a élu ne peut plus manger parce qu'il n'a plus accès à la ressource commune, il n'y a pas besoin de créer de contre-pouvoir où l'élection ne pose pas de problème. La problématique de ce que tu désignes dans l'élection, c'est que ça fait élire des gens qui ont déjà bien plus de pouvoir sur les ressources que les autres. La révolution marxiste et communiste doit abolir la propriété privée. Il n'y a plus de riches et de plus de pauvres. Donc, à partir du moment, il n'y a plus l'élection que tu vas mettre après, en seconde étape, ne fait plus sens dans ce que tu viens de dire. Tu pars d'un postulat que j'entends. À partir d'aujourd'hui, oui, les gens les plus riches, après, avec le processus électif, vont être élus d'abord. D'accord. Le processus de révolution
c'est-à-dire d'abolition de la propriété privée des moyens de production, doit faire en sorte qu'il n'y ait plus de riches et de pauvres. Donc, c'est un a priori, c'est un postulat de départ. On peut bien élire qui tu veux derrière. Il n'y a plus de riches et de pauvres a priori. Ok, là maintenant on part sur le procès de l'élection et à partir de là, ça va aller très vite, vous allez voir. Tu me demandais tout à l'heure d'être concret, pragmatique, réaliste, pas idéaliste. Et tu es en train de me dire, il ne faut pas penser l'élection dans les termes actuels, il faut penser l'élection dans une société où il n'y a plus de riches et de pauvres. Et il n'y a aucune personne qui souhaite dominer les autres, tout est merveilleux, mais ce n'est pas ça qui est idéaliste. Ce n'est pas cette vision-là dans laquelle on commence par il n'y a plus de riches et plus de pauvres. Mais ce n'est pas réaliste du tout. C'est bien plus matériellement, bien plus réaliste que d'imaginer qu'on va abolir par la diffusion d'idées, indépendamment des intérêts matériels tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, etc., qu'on va arriver à diffuser l'idée d'une constituante unique pour 20 millions de personnes. Ce que dit Marx, par exemple, et c'est un vrai débat, c'est la bourgeoisie a conquis le pouvoir économique avant de conquérir le pouvoir politique. Le prolétariat devra faire l'inverse. Il devra d'abord mettre la main sur la société, voilà, par la révolution, par l'organisation de sa classe ouvrière. Mais ce que je fais, Chris, c'est très fondamentalement politique. L'émancipation, la transformation d'un électeur en constituant, c'est extraordinairement politique. Enfin, nous devenons des adultes politiques quand nous devenons constituants. Cette décision n'existe que quand le pouvoir est abattu. Cette possibilité de décider n'existe que quand le pouvoir est abattu. Tu veux l'abattre comment? Par la force, c'est ça? Par la force? Bah oui, par un rapport de force. Un rapport de force militaire, quoi. C'est la force brutale. Par un rapport de force, non, par un rapport de force de masse. De masse, c'est-à-dire que c'est les gens... Des gens qui sortent dans la rue, des gens qui arrêtent les moyens de production, qui refusent la soumission aux lois telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est le processus révolutionnaire tel qu'il s'est toujours fait. D'accord. Donc c'est une insurrection générale, mais qui par un rapport de force, fait tomber la police, l'armée et toutes les institutions, les gouvernements, parlements, juges et... C'est ça? Oui, ça s'appelle un processus révolutionnaire. Ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est pragmatique pour toi. C'est pas idéaliste. Tu me dis, ça c'est pragmatique, c'est pas idéaliste. C'est littéralement l'histoire des hommes. C'est littéralement l'histoire des hommes. Littéralement, la Révolution française ou toutes les révolutions, partout, se sont faites telles quelles. Je te le fais pas dire. Et tu trouves que ça a bien marché. Donc ça doit continuer. S'il y a quelque chose qui est plus concret ou matériel, c'est bien ce qu'on a vu dans toute l'histoire, bien plus qu'une idée qui n'est jamais advenue comme la tienne. Je veux bien. Je le prends pas mal. Est-ce que tu trouves que ça a bien marché? Oui, mais ce que je veux dire, tu vois bien que ça marche pas du tout. C'est-à-dire que le je suis pas d'accord. Je pense que le féodalisme, je pense que la sortie du féodalisme pour l'humanité est un progrès. Et qu'effectivement la réconciliation totale de l'humanité... Pas d'accord du tout. Dans le féodalisme, ils votaient leurs lois. Hein. Les villageois votaient leurs lois à main levée. Et ils étaient beaucoup mieux traités que le sont les salariés d'aujourd'hui. Hein. Tu veux qu'on compare les conditions matérielles des villageois, leur espérance de vie, leur rapport à la maladie Tu es en train d'attribuer au capitalisme un mérite qui ne lui revient pas. Tu peux pas... l'évolution du niveau de vie, elle n'est pas du tout liée au régime politique, elle est liée au pétrole, au charbon d'abord et au pétrole. Notre espérance de vie, elle est liée à... Oui, mais la transformation du pétrole en énergie ne dépend pas d'un rapport d'une certaine classe rationaliste sur le monde. Comme par hasard, il n'y a que les Occidentaux qui ont su transformer le pétrole en énergie, il n'y a que la société capitaliste qui ont su transformer le pétrole en énergie, alors que c'est quelque chose que les humains côtoient depuis la préhistoire, mais ça ne dépend pas des rapports sociaux. Là, c'est pas très sérieux, quoi. Je vois pas de lien logique, je sais pas où tu vois un lien logique. Les structures mentales bourgeoises capitalistes qui transforment tout en capital et en ressources ont créé la science rationaliste bourgeoise. Et la science rationaliste bourgeoise a transformé le pétrole, qui est une ressource que toute l'humanité connaît depuis des millénaires, en source d'énergie. Sans l'avoir exploité. Voilà. Non, mais moi, je vois très bien une fédération de communes libres qui aurait, en développant une science non capitaliste, donc démocratique, je la vois très bien développer des techniques, des technologies qui ne soient pas
qui ne soient pas des sources de profit, mais qui soient des sources de bien-être matériel et d'émancipation du travail. Le travail devient moins pénible. Je vois très très bien, j'arrive très bien à imaginer. Je ne vois pas de lien de causalité du tout entre le capitalisme et l'exploitation du pétrole. Il y a une corrélation dans le temps, mais il y a une accélération, parce que le capitalisme s'est approprié l'extraordinaire richesse des énergies fossiles, et donc il y a une Il confusion. s'est pas approprié, il l'a conçu. Il l'a conçu. Si c'était approprié, ça voudrait dire que Ce c'est... qu'il a conçu, c'est des humains qui réfléchissent et qui mettent leur intelligence. Et mais dans un certain ordre de production. On aurait pu être aussi innovant, et moi, je pense que des humains libres et non... Bon, on a l'impression que ça a bien chauffé, mais il nous rassure direct les cocos là. Quand on a tellement de choses à se dire, c'est normal qu'au début, les premières discussions soient un peu bordéliques. Moi, j'aime bien nos échanges et même si des fois on est un petit peu impatient ou qu'on se dit les choses directement, faut pas le prendre mal, Étienne. C'est un tempérament, voilà, t'inquiète pas. En vrai, ça faisait longtemps que ce genre de débat n'avait pas été organisé sur Internet. Ils ont abordé énormément de sujets, Chris et Étienne, et forcément, on n'avait pas le temps de tout détailler. Et d'ailleurs, on a dû aussi réduire un petit peu, c'est pour ça que j'ai fait des facecam pour faire les transitions. Mais ce genre de discussion, ça nous permet de nous stimuler en vrai, et on a besoin de ça pour apprendre de nouvelles choses et essayer de confronter nos idées. Surtout que les marxistes et les démocrates, ils ont pas mal de points communs, et peut-être qu'ils pourraient se nourrir les uns les autres. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cet échange? Dis-nous ça en commentaire. Ce genre de discussion, on compte en faire de plus en plus sur la chaîne du Canard Réfractaire. Donc si ça te plaît, notre indépendance et notre transparence, tu peux nous soutenir directement sur Tipeee avec un petit don mensuel. Et si tu veux un nouvel entretien entre Étienne et Chris plus approfondi sur des questions particulières, tu peux nous mettre ça aussi en commentaire. Merci à nos deux invités qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de produire cette belle vidéo. Sur ce, dis bisous et à la prochaine. Quack.